Boyz II Men ont été autrefois l'incarnation parfaite de l'harmonie, redéfinissant le R&B dans les années 90 avec leurs ballades inoubliables et leurs voix soyeuses. Leur histoire est celle d'un talent brut, d'un succès indéniable et malheureusement de liens brisés. Alors que le groupe baignait dans la lumière des disques de platine et des victoires aux Grammy Awards, le parcours d'un de leurs membres a pris une tournure radicalement différente, une histoire de douleurs cachées, de luttes personnelles et de trahisons déchirantes. Revenons là où tout a commencé. Le lycée des arts créatifs et du spectacle de Philadelphie était un véritable vivier de talents en devenir. Dans un cours d'histoire, un jeune Nathan Morris fut surpris en train de chanter au lieu d'écouter la leçon. Lorsque le professeur exigea le silence, il chanta encore plus fort, une audace rebelle qui allait marquer son destin musical. Ce même jour, un autre élève, Mark Nelson, se joignit à lui dans une performance spontanée qui allait sceller une amitié pour la vie. Au fil des années, Nathan et Mark formèrent plusieurs groupes de chant avant de s'associer à leurs camarades Sean Stockman et Wanya Morris. Ensemble, ils créèrent un groupe appelé Unique Attraction. Les coins de rue devinrent leur lieu de répétition, mais c'est dans les toilettes des garçons du lycée, avec leur acoustique parfaite, que leur son prenait véritablement vie. Un jour, alors qu'ils harmonisaient sur Can You Stand the Rain de New Edition, un autre étudiant, Michael McCary, entra. Dès qu'il ajouta sa voix de basse profonde à leur mélodie, il devint évident qu'il était la pièce manquante. Sans hésitation, ils lui proposèrent de rejoindre le groupe et Mike accepta. Le groupe avait une alchimie indéniable, mais il leur manquait encore un élément crucial. Un nom. Après avoir exploré plusieurs idées, Sean entendit Boyz II Men de New Edition à la radio et suggéra d'en faire leur nouvelle identité. Bien que tout le monde n'ait pas été convaincu au départ, le nom finit par s'imposer. Boyz II Men étaient nés et leur ascension vers la célébrité ne faisait que commencer. Leur grande percée fut le fruit d'une ambition audacieuse et d'un timing parfait. À la fin des années 80, Michael Bivins de New Edition organisait une audition à Philadelphie. Boyz II Men n'étaient pas invités, mais cela ne les arrêta pas. Ils réussirent à se faufiler en coulisses et décidèrent de saisir leur chance. Dans une salle remplie de célébrités comme Will Smith, Keith Sweat et Kid & Play, ils réalisèrent une audition impromptue pour Bivins. Le silence s'installa tandis que leurs harmonies envahissaient la pièce. Lorsqu'ils eurent terminé, la salle éclata en applaudissements et Bivins fut intrigué. Bien qu'impressionné, Bivins ne s'engagea pas immédiatement. Il donna à Nathan un numéro de téléphone d'hôtel avant de partir pour Los Angeles. Mais Nathan n'avait pas l'intention de laisser passer cette opportunité. Il appela Bivins de manière incessante, prouvant sa détermination. Après plusieurs semaines de persistance, Bivins accepta enfin de gérer le groupe au sein de sa nouvelle société de divertissement. Cependant, tout le monde ne put pas poursuivre l'aventure avec eux. Mark Nelson, membre fondateur du groupe, était sous contrat de gestion avec une entreprise locale. Lorsque son manager refusa de le libérer, Mark n'eut d'autre choix que de quitter Boyz II Men. Malgré ce coup dur, les 4 membres restants, Nathan, Wanya, Sean et Mike, poursuivirent leur route, consolidant ainsi leur formation définitive. Sous la direction de Bivins, Boyz II Men signèrent avec Motown Records. Pour se démarquer, Bivins façonna leur image prépie et soignée, cardigan, nœud papillon et un charme impeccable. L'esthétique se mariait parfaitement avec leur voix suave et leur présence scénique dynamique. En l'an 1991, leur premier album Cooley High Harmony fut publié, avec des titres comme Motown Philly et It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday. Le groupe accéda rapidement à la célébrité. Leur mélange de doo-wop et de R&B contemporain captiva le public et les propulsa au sommet. L'année suivante, l'album atteignit le statut de disque de platine, inscrivant définitivement Boyz II Men dans l'histoire de la musique. Le succès ne vint pas sans difficulté. Alors que le groupe triomphait sur scène, une tragédie frappa lors d'une escale de leur tournée à Chicago. Leur manager de tournée, Roderick Roundtree, fut abattu dans un acte de violence choquant. Cette perte dévastatrice
directrice contraignit le groupe à faire une pause, le temps de faire son deuil avant de retourner sous les projecteurs. Malgré cet obstacle, Boyz II Men persévérèrent et poursuivirent leur ascension fulgurante. Leur lien solide et leur talent inégalé les rendaient irrésistibles, mais des fissures commencèrent à apparaître au sein du groupe, des fissures qui allaient, un jour, changer leur trajectoire à jamais. Alors que Boyz II Men gravissaient les échelons du monde musical, leur deuxième album, sorti en l'an 1994, s'avéra être un succès encore plus grand que leur premier. Le titre principal, I'll Make Love to You, battit des records en restant à la première place du classement pendant 14 semaines consécutives. I'll make love to you like you want me to. Avant d'être détrônés par leur propre morceau suivant, On Bended Knee. Leurs ballades poignantes et leurs harmonies impeccables touchèrent profondément le public, consolidant leur réputation de roi du R&B. Mais alors que le groupe savourait un succès inégalé, Mike McCarry cachait un secret qu'il dissimulait même à ses amis les plus proches. Lors des représentations, il commença à ressentir de violentes douleurs dorsales qui furent plus tard diagnostiquées comme une scoliose. Déterminé à ne pas laisser ses problèmes de santé entraver la progression du groupe, il endura la douleur, s'appuyant souvent sur sa canne, initialement un accessoire de scène, mais devenu une nécessité. Plus la renommée du groupe grandissait, plus la condition de Mike empirait, bien qu'il refusât d'en révéler toute la gravité. Pendant ce temps, des tensions latentes commençaient à émerger au sein du groupe. Comme c'est souvent le cas avec la célébrité, les égos s'enflaient et les divergences créatives se multipliaient. Le producteur Dallas Austin, qui avait travaillé sur leur premier album, révéla plus tard que le groupe avait beaucoup changé lorsqu'il revint collaborer sur leur second projet. Selon lui, leur nouveau statut de star les avait rendus plus difficiles à gérer et ils entrèrent en conflit avec plusieurs producteurs, y compris Babyface, qui écrivit l'emblématique I'll Make Love to You. Bien que le groupe ait initialement résisté à cette chanson, elle devint l'un de leurs plus grands succès, prouvant que même les tensions en coulisses ne pouvaient pas encore entraver leur ascension, du moins pas tout de suite. À la fin des années 90, Boyz II Men avait enchaîné les albums et les singles en tête des classements, collaboré avec des légendes de la musique comme Mariah Carey et Michael Jackson, et même ouvert leur propre studio d'enregistrement près de Philadelphie. Cependant, leur relation avec Motown Records se détériorait. Lorsque le label sortit un album de remix sans leur consentement, la confiance entre le groupe et leur maison de disques de longue date fut irrémédiablement brisée. Malgré la sortie d'albums salués par la critique, comme Evolution, qui obtint le statut de disque de platine, Boyz II Men finirent par quitter Motown. À l'aube des années 2000, le groupe dut faire face à des changements radicaux dans l'industrie musicale ainsi qu'à des défis internes. La santé de Mike se détériorait de plus en plus et ses absences aux répétitions et aux concerts devinrent plus fréquentes. Sans que les autres ne le sachent, il était confronté à un diagnostic encore plus grave, une sclérose en plaques. Cette maladie, qui attaque la gaine protectrice des nerfs, affectait lentement son corps et son esprit. Cachant son état à ses camarades de groupe, Mike s'isola peu à peu, alimentant encore plus les tensions. Lorsqu'il finit par révéler son diagnostic plusieurs années plus tard, la nouvelle fut un choc. Le groupe avait tenté de s'adapter à sa condition, lui proposant même un tabouret pour s'asseoir pendant les performances. Mais en l'an 2003, il devint évident que Mike ne pouvait plus suivre le rythme effréné du groupe. Son départ marqua un tournant pour Boyz II Men, qui passèrent d'un quatuor harmonieux à un trio. Après le départ de Mike en l'an 2003, Boyz II Men tentèrent de s'adapter, mais son absence laissa un vide indéniable. Mike n'était pas seulement la base de leurs harmonies, il était une pierre angulaire de leur identité. Les trois membres restants, Nathan, Wanya et Sean, poursuivirent leur carrière, sortant de nouveaux albums et continuant à se produire sur scène. Pourtant, leur son et leur attrait auprès du public avaient changé, tout comme l'industrie musicale elle-même. L'arrivée des années 2000 marqua une transformation des tendances musicales, laissant Boyz II Men en difficulté pour retrouver la gloire qu'ils avaient autrefois dominée. Pendant ce temps, la vie de Mike prit un tournant dramatique. À seulement 28 ans, le diagnostic de sclérose en plaques avait déjà bouleversé son existence. Il devait faire face non seulement aux souffrances physiques causées par la maladie, mais aussi à la pression émotionnelle de ses épreuves. Son mariage avec son épouse, Vénus, commença à se détériorer sous le poids des difficultés.
Après 14 années de vie commune, Vénus demanda le divorce en l'an 2007, accentuant encore plus l'isolement de Mike par rapport à sa famille, y compris ses 3 enfants. Lors d'une interview émouvante avec Ian Lavanzant, Mike avoua que la séparation avec ses enfants l'avait brisé. Il expliqua que son ex-femme avait coupé tout contact entre lui et eux, le laissant avec le sentiment d'être simplement un homme avec des enfants, plutôt qu'un véritable père. Dans les années qui suivirent son départ du groupe, les relations de Mike avec ses anciens camarades devinrent de plus en plus tendues. Bien qu'il l'ait soutenu financièrement après qu'il ait quitté Boyz II Men, un sentiment de trahison persistait des 2 côtés. Lorsqu'en l'an 2012, Mike exprima son souhait de réintégrer le groupe, les membres restants se montrèrent ouverts à cette possibilité, mais insistèrent sur la signature d'un contrat pour protéger le groupe en cas d'un nouvel abandon. Mike hésita et les discussions échouèrent. Le lien qu'ils avaient autrefois partagé semblait irréparable. Cette même année, Boyz II Men reçurent une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, une distinction honorant leur contribution révolutionnaire à l'industrie musicale. Mike assista à la cérémonie, nourrissant l'espoir d'une réunion parmi les fans, mais celle-ci ne se matérialisa jamais. Malgré ce geste public, la distance émotionnelle entre Mike et le groupe demeurait profonde. Dans plusieurs interviews, Sean, Nathan et Wanya déclarèrent que la place de Mike au sein du groupe resterait toujours ouverte, à condition qu'il puisse pleinement s'engager. En l'an 2016, Mike révéla publiquement son combat contre la sclérose en plaques pour la première fois. Son témoignage permit de mettre en lumière les souffrances qu'il avait endurées en silence pendant des années, mais cela ne suffit pas à réparer les relations brisées avec ses anciens partenaires. À ce moment-là, Boyz II Men avait déjà entamé un nouveau chapitre de leur carrière en trio, poursuivant leur tournée et continuant à sortir de la musique. Même s'ils ne dominent plus les classements comme autrefois, Boyz II Men restent un symbole intemporel d'excellence dans le R&B. Leurs harmonies continuent de captiver le public et leur héritage est gravé à jamais dans l'histoire de la musique. Quant à Mike, son parcours est un rappel poignant du prix personnel que peut exiger la célébrité. Ses luttes contre la maladie, la famille et la trahison dressent le portrait d'un homme qui fut un élément essentiel de l'un des plus grands groupes de l'histoire musicale, mais qui dut tracer son propre chemin lorsque les projecteurs s'éteignirent. Que pensez-vous de l'histoire de Boyz II Men et du parcours de Mike McCary? Faites-nous part de vos réflexions et merci d'avoir regardé.